travers cette grande édition d'information sur la RTNC. Expo Dubaï 2020, la RDC a répondu présente, une participation riche en couleurs. La rumba congolaise était au rendez-vous, nos richesses naturelles aussi, les opportunités qu'offre notre pays, un cocktail qui représente la République démocratique du Congo dans toute sa diversité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux d'ouvrir la RDC à l'étranger, a intervenu ce mardi à Dubaï devant toute la crème économique, scientifique et bien d'autres pour vanter les opportunités à venir investir dans notre pays. On l'écoute. Le partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï a permis de mettre en place un cadre de débat stimulant les opportunités commerciales prometteuses qui se présentent sur le continent. Cette réunion a donné une forte impulsion aux relations bilatérales en établissant des bases solides sur lesquelles s'appuyer dans les jours à venir. Ainsi, la République démocratique du Congo a pu conclure quelques protocoles d'accords importants, notamment l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements et la protection de l'accord sur la mise en place d'une commission mixte pour la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des Émirats arabes unis. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Expo Dubaï 2020 a permis non seulement de partager les informations sur les opportunités, mais aussi de contribuer à la mobilisation et à un engagement de tous les pays participants en faveur d'une action concertée pour la construction d'un monde meilleur. Les efforts en faveur du développement doivent se poursuivre, étant donné sa corrélation avec la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous invite donc à visiter de nouveau le pavillon de la République démocratique du Congo et à saisir toutes les opportunités d'affaires qui y sont offertes. Ainsi, je déclare ouverte la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Émirats arabes unis, que Dieu protège l'amitié entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Restons à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Expo Dubaï 2020, la RDC était sous le feu de projecteurs sur le podium, mais aussi dans les travaux d'échange d'expériences. Eric Abamba nous fait voir ce qu'ont été les interventions des différentes entreprises comme Anapex en B2B, mais aussi des différents ministères. Regardez. Le 21 mars 2022, plusieurs membres du gouvernement présents à l'Expo Dubaï 2020 étaient devant le membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour non seulement vanter les opportunités qu'offre actuellement la RDC dans différents domaines, mais aussi et surtout séduire tous ces opérateurs économiques à venir investir au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'agriculture est l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie le président congolais pour l'émergence de l'économie de la RDC, a signifié le ministre de l'Agriculture devant cette tribune. Désiré Nzinga a aussi présenté tous les avantages qu'offre la RDC à tout opérateur qui voudrait investir dans le secteur agricole. La RDC est disposée à offrir les avantages à tout investisseur public ou privé susceptible d'apporter la technologie et les finances à l'exploitation de nos 8 millions d'hectares de terres arables. L'entrepreneuriat congolais s'est ouvert aujourd'hui à tout investisseur, a lâché le ministre des PME, Eustache Mohanzi, avec à la clé l'Office pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. À ce jour, notre économie est caractérisée par un nombre très élevé de PME, plus de 80%, dont la majorité évolue dans l'informel avec
une contribution significative des femmes et des jeunes. En dehors des installations de cette chambre de commerce, plusieurs stands et pavillons de la RDC ont été érigés pour faire rayonner l'image du pays. Au nombre de stands visités par plusieurs opérateurs économiques figure celui de l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Ici, les visiteurs découvrent la riche diversité des produits de l'agro-industrie congolaise qui peuvent être exportés, a signifié le directeur général adjoint de cette entreprise publique. On va dénicher un certain nombre de marchés pour des produits congolais, et notamment le café, le cacao, l'EVA et l'huile de palme. Nous recherchons des clients et éventuellement pour des produits de diversification. Nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, tel est le thème retenu par la RDC, pays aux multiples potentialités au centre du continent, en pleine recherche des investisseurs sur les plans internationaux. La SNEL a présenté ses opportunités aux investisseurs à travers la réalisation de ses différents projets dans le domaine de l'énergie. Cette entreprise attire déjà un bon nombre d'investisseurs au Business Forum qui se tient à Dubaï en marge de l'Expo Dubaï 2020. Edith Chalaïdi et Yvette Makuntima. Participation d'un acteur majeur, si pas indispensable, dans les développements de la RDC, la Société nationale d'électricité, SNEL SA. Elle était sur toutes les lèvres et par tous les intervenants, directement ou indirectement. La nécessité du courant électrique place la SNEL au centre des intérêts, elle-même la SNEL, ici conduite par les présidents du conseil d'administration et bien préparée. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités de bénéficier des efforts que fait la SNEL pour sauvegarder notre écosystème, pour sauvegarder nos forêts et finalement préserver le climat. Comme Congolais, cela marque notre présence dans le monde des affaires, par notre potentiel hydraulique par exemple, par notre potentiel d'espace. Les directeurs d'études et planification assurent être en mesure d'être à la hauteur pour répondre à toute préoccupation dans les business to deal. Ces échanges sont une occasion à ne jamais rater lorsque l'on est à la recherche des capitaux pour les investissements, les affaires. C'est dans pareille rencontre que ça se discute. Il faut développer son flair pour une bonne orientation des énergies. Revenons à Kinshasa, précisément à la Chambre basse du Parlement, où le calendrier de la session ordinaire de mars 2022 est connu, avec au moins 75 matières législatives. C'était lors de la plénière conduite par le président Christophe Mbosoko Diampouanga, Bernard Baudot et Sylvie Moyembo. Une plénière essentiellement consacrée à l'adoption et vote du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2022 et répartition de matières en commission. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a, dans son mot de circonstance, mis l'accent sur les matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session ordinaire de mars. Ce projet de calendrier comporte 75 matières législatives et 10 non législatives. Sur les matières non législatives, 6 textes de loi ont été envoyés au Sénat en seconde lecture après leur adoption au niveau de la Chambre basse du Parlement. 45 arriérés législatifs seront aussi débattus au cours de cette session. Après les interventions des élus du peuple sur quelques recommandations, l'Assemblée plénière a déclaré recevable et adopté les calendriers de la session ordinaire de mars. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté les condoléances au nom du bureau au président provincial de la province du Kwilu pour l'accident de circulation survenu sur la nationale numéro 1 au cours duquel 3 députés provinciaux ont perdu la vie. Vous le savez, la semaine économique et commerciale belge a ouvert ses portes hier à Kinshasa. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a clôturé les travaux préparatoires de ces assises, a ouvert solennellement cette semaine purement économique et a saisi cette occasion pour rappeler les investisseurs belges à venir investir en RDC. Galor Kimpianga.
Clôture solennelle de la mission économique et commerciale belge qui se tient à Kinshasa du 19 au 25 mars 2022 sous le thème « Les relations belgo-congolaises et la création des richesses » par l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. À cette occasion, le président du Sénat congolais a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir en RDC. Modeste Bahati, qui a loué la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également indiqué que le Parlement travaille sur les différentes lois pouvant favoriser l'amélioration du climat des affaires afin de sécuriser davantage les investisseurs. Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion solennelle pour inviter les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces de la RDC qui offrent plusieurs opportunités d'affaires dans différents domaines en vue de participer à travers leurs activités au développement à la base, comme le veut le président de la République avec le projet de développement de 145 territoires. Modeste Bahati a en outre émis le vœu de voir les entrepreneurs belges s'intéresser particulièrement au secteur agricole. Il y a tout à faire dans nos territoires, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine social où on doit construire les hôpitaux, les écoles, que ce soit le domaine de la formation professionnelle, le domaine des services, les banques et autres. On a besoin de vous, les hommes d'affaires, vous, les opérateurs économiques, pour que vous puissiez déjà prendre place à bord de ce train de développement à partir de la base. Immédiatement après, le président du Sénat congolais a procédé à la coupure du ruban symbolique ouvrant officiellement la semaine belge à Kinshasa. Partenariat public-privé dans l'exploitation des eaux souterraines en République démocratique du Congo, tel est le thème national de la Journée mondiale de l'eau. Les différents acteurs dans le secteur de l'eau potable sont en atelier depuis ce matin pour réfléchir sur l'amélioration de la desserte en eau potable. Regardez. Le bassin du Congo est la deuxième réserve d'eau douce à travers le monde. Malgré cette richesse, une grande partie de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable, ce qui expose cette population à plusieurs maladies d'origine hydrique. En marge de la Journée mondiale de l'eau qui intervient le 22 mars de chaque année, le gouvernement congolais, à travers le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement que dirige Philippe Moulenga Kabeya, a réuni les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de l'eau pour une analyse profonde sur l'état des lieux des ressources en eau souterraine en République démocratique du Congo. La promotion des acteurs privés dans l'amélioration du secteur de l'eau sera l'axe principal des présentations qui vont suivre et les expositions dans les stands de cette journée mondiale de l'eau en RDC. Les différents intervenants à cet atelier se sont penchés, entre autres, sur les maladies d'origine hydrique qui touchent aussi bien les enfants que les adultes, comme les vers de Guinée. Les innovations de la loi relative à l'eau en RDC, ainsi que les objectifs du programme national de l'eau, hygiène et assainissement du ministère du Plan étaient aussi passés au peigne fin. Selon le directeur général intérimaire de la Régie des eaux, les constructions anarchiques influent négativement sur la conduite d'eau à travers la République. Il a dit ce constat aujourd'hui devant la presse, une activité à mettre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau commémorée chaque 22 mars. Serge Merlin-Mata. Plusieurs cadres et agents de la Régie des eaux SA ont pris part à cette matinée d'échange avec la presse. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'est fait représenter à cette cérémonie, tout en saluant les efforts entrepris et remerciant le gouvernement de la République pour son soutien aux activités de la Régie des eaux SA à travers les programmes d'alimentation en eau potable et d'état général intérimaire de la Régie des eaux SA, l'ingénieur Jonas Didier Ntako Salabiakou, accompagné la directrice générale adjointe à l'intérim Daniel Kapile Samboué, a mis un accent particulier sur l'importance de l'eau. Vu les dangers de construction anarchique, il a plaidé
pour le respect de la loi sur l'eau et la protection des sites et périmètres de la Régie des eaux SA disséminés à travers la République. Il s'en est suivi une série d'exposés. Tout d'abord, le directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa, Jean Bosco Mwaka Indele, autour du danger de construction anarchique sur les périmètres des usines et sites de la Régie des eaux SA. Ensuite, le directeur central d'exploitation, dans son speech, il s'est longuement étalé sur les cycles de l'eau et de l'impact de l'environnement sur les activités de la Régie des eaux SA. Introduit par le président de l'intersyndicale, la Régie des eaux SA et directeur juridique de la Régie des eaux SA, Tiami Doumi, s'est focalisé sur la position légale des périmètres de protection. Au terme de son intervention, quelques recommandations d'amélioration de la situation actuelle, la Régie des eaux SA ont été proposées. Les victimes de la pollution de la rivière Kasaï plaident pour des sanctions exemplaires à l'endroit des entreprises Katoka Chamond à la base de cette catastrophe écologique. Des moments forts de cette audience devant les instances judiciaires. Dans ce reportage d'Yvette Makuntima. Les faits se déroulent au mois de juillet 2021. La rivière Kasaï prend une couleur étrange. Cela a entraîné des graves problèmes de santé auprès de la population. Des cas de décès ont été enregistrés. Tout de suite, 7800 personnes se sont constituées partie civile pour déférer devant les instances judiciaires l'entreprise Katoka Diamond qui serait à la base de cette pollution, du moins ces breuvages mortels. Maître Guy Mafuta Kabongo, dans sa plaidoirie, égrène les griefs. Notre office a été saisi par environ 7800 Congolaises et Congolais. Il y a eu des morts, il y a eu des lésions vaginales chez les mamans qui nous ont mis au monde. Il y a eu la diarrhée à travers toute la province parce qu'il y avait survenance d'une catastrophe. Nous aurions cru qu'elle était naturelle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'une société étrangère que nous avons pu identifier, Katoka Mining. Les victimes n'attendent pas d'autre chose si ce n'est le droit. Nous demandons à l'État congolais de se concerter avec le gouvernement angolais pour la prise en charge des victimes de cette catastrophe écologique. Pour rappel, cette pollution de la rivière Kasaï a fait énormément de victimes, surtout chez les enfants et les personnes fragiles qui n'ont que pour eau cette voie navigable. Le rajeunissement de l'administration publique, un processus suivi de près par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a réuni les secrétaires généraux pour l'affectation de ces jeunes énarques avant de procéder à l'évaluation de la mise en service des agents de cette structure standard. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Maluma. Dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, le ministère de la fonction publique organise des sessions de formation de jeunes assurées par l'École nationale d'administration qui est à la 7e promotion. Débutée en 2021, la clôture de la session de la 7e vague sera effective au mois de juillet 2022. Et dans l'optique de planifier l'affectation des jeunes de cette promotion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenu une réunion avec les secrétaires généraux pour des dispositions utiles en vue de l'affectation de ces énarques. En deuxième lieu, Jean-Pierre Liaou a conféré avec les cadres de l'administration publique pour procéder à l'évaluation de la mise en service effective des agents des structures standards à travers différents ministères. Nous avons reçu des instructions claires concernant ces dossiers précis sur le fonctionnement des structures standards dans toutes les administrations, tel que édicté, tel que signé par le VPM, ministre de la fonction publique, de manière à ce qu'on comprenne la même chose, cette grande réforme au niveau de la fonction publique et surtout tout ce qui est lié aux structures standards. Le processus visant l'accession aux postes et emplois publics des structures standards remonte depuis 2015 avec l'affectation de la première vague dans 5 ministères pilotes.
Mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques des éruptions volcaniques de Virunga, l'une des recommandations des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a procédé à la clôture de ces assises internationales. Marie Kalong. L'assurance a été donnée par le ministre des Recherches scientifiques et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, à la clôture des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga, de présenter les différentes recommandations au Conseil des ministres. Des recommandations qui stipulent, entre autres, la création du Comité national des volcanologues, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de l'OVG, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques, ainsi que l'accompagnement de l'OVG dans la consolidation de son plan stratégique. Je voudrais vous assurer que je ferai mienne toutes ces recommandations formulées au cours de ces assises, lesquelles recommandations seront présentées au gouvernement de la République pour appropriation. De ce fait, je ne ménagerai aucun effort pour la concrétisation de ces recommandations et de ces actions. Pendant les travaux en panel de cette première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, s'est exprimé à ce sujet. Il y a une éruption volcanique qui va occasionner le déplacement de millions d'habitants. Il faut qu'il y ait une réflexion d'évacuation de ces habitants. Si le volcan est bien surveillé, il ne peut pas surprendre la population. La visite des différentes délégations au musée de l'OVG ainsi qu'au site de l'éruption volcanique de 2021 était parmi les moments forts de cette première conférence internationale. C'est suite aux événements malheureux de l'éruption volcanique de 2021 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné l'initiative de ces travaux qui ont été clôturés par le ministre José Mpanda Kabangu. La construction des laboratoires qui répondent aux normes internationales reste le principal objectif pour l'Office congolais de contrôle afin de garantir la consommation des produits de qualité importés et ceux fabriqués localement. Dans la province du Nord Kivu, un laboratoire moderne est sorti de terre justement pour concrétiser cette vision. Jacques Thibobameji. Soucieux de jouer sa partition efficacement dans la zone de libre-échange continentale africaine, l'Office congolais des contrôles continue à affûter ses armes. Tel un bâtisseur infatigable, le directeur général par intérim de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, continue à bâtir de laboratoires d'essais techniques pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques à travers la République. Le dernier laboratoire en date à être inauguré est celui de la province du Nord Kivu. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a présidé la cérémonie. Pour le DG de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, ce laboratoire va protéger la population contre toute forme de contrefaçon de produits importés et fabriqués localement. Aujourd'hui, les individus peuvent circuler de par le monde. Mais pour entrer dans un pays, en dehors des textes Covid, de l'heure, on nous exige le visa. Le visa. Mais celui qui donnera le visa pour que le produit rentre dans un pays, c'est la qualité. C'est celui qui détermine la qualité des produits, qui pourra dire si ces produits répondent ou pas, c'est l'Office congolais de contrôle. Donc nous demeurons et nous voudrons que vous continuez à nous faire confiance, votre office, parce que nous savons qu'avec le renforcement de l'outil du travail, nous allons plus vous rassurer et plus nous protégerons la population, plus nous ferons la promotion de l'industrie locale afin que nos produits rentrent dans ce marché commun qui est le marché, ce monde qui est devenu un village planétaire. La deuxième cérémonie du jour consistait en la décoration de la médaille de mérite civique à une trentaine des agents et cadres de l'OCC qui ont totalement... Lutte contre la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux, les agents et cadres de la cellule nationale du renseignement financier CNRF et ceux de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des assurances ARCA étaient à l'école du savoir pour bien cerner la problématique des assurances. Yvette Makuntima. C'était lundi 21 mars 2022 que le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kaninda, a organisé une session de formation et d'information à l'endroit des agents et cadres de la cellule nationale du renseignement financier CNRF dans le cadre
du partenariat qui lie les deux institutions. L'objectif de cette formation n'étant pas de les former en experts en assurance, mais de leur permettre d'acquérir les outils nécessaires pour aborder avec sérénité toute la problématique des assurances relevant de leur champ d'action. Ainsi, en vue d'atteindre cet objectif, la formation a été subdivisée en deux grandes parties. La première, consacrée aux notions des bases de l'assurance et de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La seconde s'est focalisée sur la fraude en assurance et le blanchiment des capitaux. Maintenant, nous passons dans une deuxième phase, qui est la continuité de ce travail de contrôle dans le cadre de la lutte contre l'évasion des primes d'assurance pour faire en sorte que dans notre marché, nous puissions ramener les capitaux qui aujourd'hui partent à l'étranger par des placements directs. Mais aujourd'hui, avec l'accompagnement de la CNRF, nous voulons intensifier ce travail-là de contrôle et évidemment identifier tous les cas qui seraient liés au blanchiment des capitaux lorsque ces crimes d'évasion ont lieu et sont organisés par les sociétés et les opérateurs économiques. Ressortir l'intérêt de mutualiser les efforts pour limiter la fraude en assurance et le blanchiment des capitaux avec comme incidence une mobilisation importante des revenus pour financer l'économie et développer le social. Et dans le cadre de la semaine belge où une série d'échanges se poursuit avec le monde des affaires congolais, aujourd'hui, le directeur général de la DGRAD a présenté le rôle de son entreprise qui se résume à la collecte des recettes non fiscales. Cédric Enina pour les détails. En train d'expliquer que la DGRAD en tant que service de l'État chargé de la canalisation des recettes non fiscales au compte du Trésor, qui joue un rôle important dans ce cadre de responsabilité sociétale à son niveau, parce que nous avons une volonté affichée de pouvoir obtenir que les lois et règlements en matière d'encadrement des recettes non fiscales soient respectés et ainsi arriver à sauvegarder les intérêts de la population. Et la DGRAD, en canalisant correctement ces droits, en veillant à ce que les règles soient respectées, nous protégeons ainsi les intérêts aussi bien de l'État, mais également des membres de la société. La population n'est plus exposée comme hier aux fausses preuves de paiement, n'est plus exposée au titre des propriétés ou autres licences documents non valides, parce qu'un document n'est valide que si les droits au trésor ont été correctement payés. Et donc, l'espoir est encore permis. Et nous veillons, nous, agents de la DGRAD en général, nous veillons à ce que les lois et règlements soient respectés. Il s'est rendu jusqu'à Bikoro sur une distance de 128 km pour constater l'effectivité des travaux routiers dans le Grand Équateur. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a visité sur le tronçon Mbandaka-Bikoro plus de 20 ponts et dallos en construction. La délégation du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics a parcouru 128 km pour se rendre compte de l'état actuel du tronçon routier Mbandaka-Bikoro et aussi la réalisation des autres ouvrages en construction sur financement du FONER sur la route nationale numéro 21. Alexis Guissaro Mouvouni s'est assuré de la qualité des travaux, de la problématique des cantonnages et celle de la location et du coût du matériel pour les offices qui exécutent les travaux. Après cette visite, des instructions claires du ministre d'État ont été données, notamment le respect du délai des travaux. Nous avons pour cela donné des instructions très claires à l'office de route pour que d'abord les travaux soient réalisés à temps, parce que nous nous rendons compte que les délais ne sont pas respectés. Nous avons pu constater aussi ça et là qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas vraiment faits dans les règles de l'art, et des mesures correctives qui vont suivre au niveau des structures. La population et les autorités locales ont réservé un accueil chaleureux au ministre d'État Alexis Guissaro. C'est pour la première fois depuis plus de 4 ans qu'un ministre d'État foule le sol de ce territoire.
en son message le désenclavement de ce coin de l'Équateur. Occasion pour Alexis Guissaro d'annoncer l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mission se poursuivra dans d'autres villes de l'espace Grand Équateur. En politique, le président fédéral de l'UDPS Kasaï 2 salue les efforts déployés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dit oui à la vision du président de la République dans l'autonomisation des femmes et l'ouverture au monde de la RDC à travers une diplomatie active. Bertrand Konkolé. Il est beau, territoire portuaire, mais aussi fief naturel du président de l'IDPS, Fédération du Kasaï 2, a réservé, comme à l'accoutumée, un accueil digne aux porteurs du message de développement de celui que tous appellent Fatih Béton. Lorsque le petit porteur qui transporte Roger Niami survole les territoires d'Ilebo, la population, toute catégorie confondue, est impatiente et suspendue aux lèvres du président fédéral pour écouter les orientations venant de la haute hiérarchie du parti. Chant, danse traditionnelle, cris de joie et ovations accompagnent le représentant du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. S'en est suivi une véritable procession de longue distance sous les ovations de la population d'un escorté jusqu'à la permanence du parti. Au siège de l'IDPS, c'est une ambiance à l'allure d'une campagne électorale. Les combattants et combattantes qui ont cru à la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Roger Niami, excité par cet accueil, remercie la population et les rassure sur l'état de santé du président de la République qui s'est porté bien et qui représente valablement le pays à Dubaï. À l'IDPS, la femme a une place de choix. Elle est devenue l'allié incontournable pour la bonne marche du parti. Quoi de plus normal qu'elle soit honorée sur instruction du président de caucus de l'IDPS Kasaï 2, Fortuna Ndambo Mafos, qui a tenu personnellement à distribuer ses pagnes aux femmes du parti, tout un symbole et une marque de reconnaissance. La Fédération du Kasaï 2 se porte mieux et affûte déjà ses armes pour offrir à Félix Tshisekedi un deuxième mandat avec une majorité parlementaire écrasante. Les conditions de travail des Médecins sans frontières laissent à désirer et cela peut entraîner une grève partielle. Conscient de la gravité de la situation, le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, s'est entretenu avec une délégation de cet organisme. Eric Abamba. Madame Anne-Marie Bouyel-Dieu, représentante pays de Médecins sans frontières RDC, a conféré avec Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, dans son cabinet de travail. Au centre de leur entrevue, Médecins sans frontières projette une grève partielle ce 23 mars 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en raison des conditions de travail difficiles telles que l'explique Anne-Marie Bouyel-Dieu, représentante pays des Médecins sans frontières RDC. Cette annonce de suspension concerne les activités régulières. Les urgences vitales seront prises en charge comme l'éthique médicale l'exige, que les blocs opératoires fonctionneront, que les services de soins intensifs fonctionneront, que des blessés seront pris en charge. Mais le message à travers la suspension des activités dites non essentielles est une façon d'alerter tout le monde sur la gravité de la situation que tout le monde connaît, mais qui peut-être finit par tomber dans la routine. Et alors qu'il est vital, indispensable et urgent de trouver des solutions à impact immédiat pour la population d'abord, bien sûr, et pour les acteurs humanitaires. Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a promis d'en faire part au Conseil des ministres pour trouver des solutions à impact immédiat pour le bien-être de la population itourienne. Nous vous avons dit à l'ouverture de ce journal que nous recevions pour vous le secrétaire général de l'Église du Réveil au Congo, Monseigneur Moïse Chibumbu. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Vous organisez du 24 au 26 mars courant l'Assemblée générale de l'ERC. Quel est l'objectif de ce grand rendez-vous? L'objectif de ce grand rendez-vous est d'abord l'évaluation de toutes nos activités que nous avions faites pendant l'exercice 2021-2022 et aussi nous avons une thématique, la redynamisation de toutes nos structures de base afin d'avoir un développement rapide
de notre institution. Et qui sont les participants? Parce que c'est l'Église de Réveil au Congo. Qui sont les participants à ces travaux? Est-ce qu'il y a des conditions justement pour assister? Selon nos statuts, ce sont les membres effectifs qui sont en ordre, qui ont été invités pour participer à ces assises. Et ils sont venus de toutes parts, dans toutes les provinces. Déjà, une bonne partie de nos représentants provinciaux sont déjà ici à Kinshasa et les autres vont arriver demain. Alors, ce sont les membres effectifs qui sont invités à l'Assemblée générale ordinaire. Eh bien, justement, profiter de la caméra de la RTNC pour faire passer un message à de nombreux de la licence ecclésiastique qui a été délivrée à FB Bank, donc une banque sérieuse de la place. Et aussi, nous payons $20 pour avoir le macaron afin d'être participant à ces assises. Toute personne sans distinction doit remplir ces conditions. Alors, le message que j'adresse au peuple congolais, c'est l'unité nationale. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de l'Église de Réveil au Congo et vous appelez Moïse Tshibumbu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Joël Kayembe et Lionge Atassa, Diane Balaka et Eric Kabamba. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez à Ilebo, Kassa et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Nous retrouvons à 23h. José Baïtouambo, moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.